une production du Studio SF. Bienvenue à Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités That's It, animé par moi-même, Doom Plante et PH Quentin. Et aujourd'hui, on parle d'environnement. Ça faisait longtemps que je voulais faire un épisode sur l'environnement. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça va aussi mal qu'on le dit? C'est quoi la science derrière ça? C'est quoi les projections sur le futur? Est-ce qu'on fonce dans un mur? Où est-ce qu'on va s'en sortir? Toutes des questions que j'ai posées à Isabelle Charron et Dominique Paquin, qui travaillent les deux chez Ouranos. Isabelle Charron, qui est chef de transfert de la connaissance et formation, et Dominique Paquin, qui est spécialiste en simulation et analyse climatique. Ça, ce que c'est, entre autres, c'est que Ouranos fait des simulations, finalement, sur le futur. Donc, à l'aide de technologies, d'ordinateurs et de beaucoup de données, sont capables de dire, bon, ben si on continue sur cette trajectoire, voici à quoi ressemblerait le monde en 2100 en termes de réchauffement climatique et toutes les conséquences que ça aurait sur notre monde. Et il y a tout un aspect chez Ouranos aussi sur l'adaptation. L'adaptation, donc, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on fait pour se parer au changement climatique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça peut toucher vraiment plein d'aspects, inondations, catastrophes naturelles, feux de forêt, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à tous ces changements qui s'en viennent, pour s'adapter finalement, pour survivre à cette transformation du monde qui est inévitable en fait. Donc un sujet vraiment fascinant, vraiment. Puis ce qui était beau dans cette discussion-là aussi, c'est qu'il y a une certaine lueur d'espoir. Des fois qu'on parle d'environnement, soit en fait on n'y croit pas du tout, ou soit la fin du monde approche puis on va tous mourir et that's it. C'était rafraîchissant quand même de voir que oui, il y a des grands défis qui nous attendent, oui, il faut absolument faire quelque chose, mais qu'il y en a des actions concrètes qui sont prises, puis on va probablement survivre à tout ça. Donc yes, ça part bien. Donc, je vous laisse avec l'épisode. Là, on va rentrer vraiment plus en détail dans tous ces sujets-là. Donc, bonne écoute. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped et le temps des fêtes approche. Et si vous avez toujours pensé peut-être acheter un package Manscaped ou vous avez besoin de renouveler vos produits Manscaped, c'est le moment de vous faire un cadeau à vous-même ou à l'être aimé ou à votre père, à votre cousin, à votre chien, n'importe qui a besoin, peut-être pas votre chien, qui a besoin de produits pour hommes, des produits faits pour la gestion de la pilosité sur tout le corps et également des produits pour sentir bon. C'est vraiment les meilleurs produits. Ça fait assez longtemps qu'on vous en parle. Je pense que là, c'est vraiment le moment de faire le move. Surtout qu'il y a un nouveau package qui est sorti. On vous a parlé du Lawnmower 2.0, 3.0. Ben là, ils sont rendus, imaginez-vous donc, au 5.0. Et il y a tout un package, c'est le Performance Package 5.0 Ultra. Là-dedans, vous avez le nouveau rasoir électrique avec lequel maintenant il y a deux lames. Une lame standard et une lame encore plus fine et précise pour aller vraiment dans tous les recoins possibles et imaginables que vous voulez raser. Avec ça, on a le Weed Whacker 2.0 qui est pour la gestion des poils de nez et des poils d'oreille. Alors, des poils de nez qui dépassent, c'est jamais le fun. Avec ça, c'est réglé pour toujours. Et avec ça, dans le package, vient tous les produits déodorants, tous les produits finalement pour sentir bon. Et on a les boxeurs 2.0, que moi, les boxeurs Manscaped, c'est mes boxeurs préférés. Je trouve que c'est les plus confortables. Maintenant, ils ont encore amélioré. Donc, c'est tous les produits que vous connaissez, mais maintenant, encore à un autre niveau supérieur. Moi, je le dis vraiment sans gêne. C'est les meilleurs produits pour un meilleur rasoir électrique que j'ai utilisé. Puis là, maintenant, ils sont encore meilleurs. Donc, c'est même pas imaginable comment ça va bien, ces produits-là, comment c'est de la qualité. Donc, c'est le temps des fêtes, on en profite. En plus, il y a un rabais avec le code promo sans filtre pour 20% de rabais sur votre commande Manscaped. Alors, n'hésitez pas. C'est parti. Okay, 1, 2, 3, go. C'est parti. De bonjour. De façon aussi naturelle que ça. Ouais. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. C'est vraiment le fun. Dom, comme Dom vous disait avant qu'on commence à enregistrer, quand on a voulu parler d'environnement, le nom Ouranos est revenu beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer globalement à nous et surtout aux auditeurs, Ouranos, c'est quoi? Okay.
Bien, Oranos a été créé il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant. En fait, c'était pour répondre à une question que le gouvernement du Québec se posait, parce qu'il y avait eu 2 événements extrêmes qui s'étaient produits, le déluge du Saguenay et la crise du verglas. Et donc, le constat qu'ils ont fait, c'est, OK, les changements climatiques sont présents. On ne sait pas si on peut attribuer ces événements-là au changement climatique, mais on voudrait se préparer parce que quand on n'est pas prêt, ça coûte cher. Ça fait ce que ça fait au Saguenay. Là. Exactement, c'est ça. Quand Ça coûte cher à tous les niveaux. Là, OK? on fait quelque chose quand ça coûte cher. Oui, mais si on est prêt, Ouais. ça va être... Tu sais, il va y avoir On veut moins éviter que ça recoûte cher. Ben, C'est ça. on diminue les risques. Exact. Donc, à ce moment-là, le gouvernement a décidé de regrouper, de créer un consortium, ce qui était très innovateur à l'époque, même encore maintenant, pour regrouper les gens vraiment en sciences du climat, mais vraiment aussi ajouter une composante très importante qui est l'adaptation au changement climatique. Et donc, en regroupant tout ce monde-là, ils ont créé Oranos. Donc, c'est un consortium dans lequel il y a le gouvernement du Québec, mais également 4 universités et d'autres partenaires qui étaient là au départ, comme Environnement Canada et Hydro-Québec, ou qui se sont joints au fil des temps, comme par exemple le CRIM, les villes de Québec, de Montréal, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, j'en échappe, là, sûrement, Rio Tinto Alcan, POC, c'est ça, c'est pas mal ça. Ouais. Donc, le but d'Oranos, c'est de créer de l'information scientifique de qualité, mais vraiment pour permettre à la société québécoise de s'adapter au changement climatique. Quand on parle d'adaptation au changement climatique, moi, ça me crée de l'anxiété parce que c'est d'un peu d'admettre que les changements climatiques sont bien engagés et que là, la solution, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on fait quand il va y avoir des catastrophes climatiques, en fait. Comment est-ce que on réconcilie l'idée de vouloir ralentir les changements climatiques, mais en même temps de se préparer à les vivre? Bien, c'est une question importante. Les gens, comme tu dis, ont tendance à associer adaptation avec un lâcher-prise, un défaitisme. Il est trop tard, on ne peut plus rien faire. On a l'impression d'amener des sacs de sable là, devant nos maisons. Seulement faire ça. C'est pas ça qu'on dit du tout. On est dans une position aujourd'hui où on parle de lutte au changement climatique. Il faut faire absolument les deux. Il n'est pas trop tard. On doit continuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour justement diminuer au maximum les changements climatiques qui s'en viennent, mais en même temps, les choix qu'on fait aujourd'hui en termes de réduction, ils ne sont pas immédiats dans l'atmosphère. On ne va pas sentir les effets de nos réductions tout de suite. Il va quand même y avoir des changements climatiques qui vont continuer à se produire, puis on a déjà des changements climatiques sur le territoire. Donc, il faut quand même se préparer. Premièrement, réagir à ce qui se passe aujourd'hui et continuer de trouver des solutions d'adaptation qui vont nous aider, comme vous le dites, à réduire les coûts, à diminuer les risques, à mieux préparer les populations, nos infrastructures à ce qui s'en vient de façon inévitable. Même si on coupait la champlure, Dominique peut vous entretenir davantage là-dessus, si on coupait la champlure à zéro aujourd'hui, on arrêtait d'émettre complètement, il y a un effet qui va quand même perdurer. La roue continue de tourner, effectivement. Ouais. Donc, on n'a pas le choix. On veut vraiment faire ce qu'on appelle la lutte, donc sur les deux fronts, sans baisser les bras puis dire, ben là, il est trop tard, il faut juste s'adapter. Ouais. C'est pas ça du tout. Puis, si j'ai bien compris, chacune travaillait dans une de ces deux branches-là, si je comprends bien. C'est ça? Bien, en fait, moi, je travaille plus en vulgarisation scientifique. Okay. Je suis moins dans la science du climat. Je suis quelqu'un qui va justement prendre ce que l'équipe de sciences du climat produit puis aller apporter ce message envers les gens qui doivent prendre des décisions, qui doivent s'adapter sur le territoire. Donc, je suis plus du côté l'explication des impacts, qu'est-ce qui s'en vient, à quoi il faut se préparer et justement la recherche de solutions. OK. Oui. Alors que de mon côté, je suis vraiment en sciences du climat. À la base, si vous me demandez ce que je fais, je travaille en modélisation climatique régionale, ce qui est très spécifique. Là. Ouais. Donc, on a un modèle de climat avec lequel on fait des simulations. Donc, on produit des données qui sont utilisées par les gens, vraiment pour adapter ces données-là de manière à ce qu'elles soient utilisables par les gens qui ont besoin de prendre des décisions. Il y a plusieurs centres de modélisation dans le monde qui ont des modèles différents. Donc, on rassemble les données produites un peu partout de manière à produire de l'information, comme je disais, qui est vraiment adaptée pour les besoins qu'on peut appeler les décideurs, mais qui est un terme très générique là, pour dire à peu près n'importe qui a besoin d'avoir des données. En fait. Donc, c'est ça. Donc, le but de faire des prédictions de ce qui s'en vient selon tel scénario. Là, donc, si on ne réduit pas, par exemple, nos GES, il pourrait arriver ça selon
toutes les données qu'on a rentrées dans l'ordinateur puis qui nous a dit ça va donner ça. Oui. Le En terme gros. technique qu'on emploie, c'est des projections. OK, ouais. Les prédictions, c'est un peu autre chose. Ouais. Mais c'est ça. Quand on utilise des scénarios d'émissions pour les émissions de gaz à effet de serre du futur, l'utilisation des sols du futur et tout ça, on appelle ça des projections. Effectivement, c'est ça. Ouais. Fait que c'est sur ce genre de projection-là qu'on se base pour dire, OK, ben là, on veut d'ici... Tu sais, on en parlait, je vous disais qu'on avait reçu Stephen Guilbeault sur le podcast. Il disait, bon, on veut, selon l'accord de Paris, si je ne me trompe pas, maximum 2 degrés d'ici 2100. C'est à partir de, j'imagine, de projections comme ça qu'on peut dire, ben, si on fait quelque chose, ça, c'est possible, puis les conséquences vont être à peu près ça. Oui, exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les scénarios d'émissions, donc vraiment la base, ça, les émissions de gaz à effet de serre, changement d'utilisation des sols, ça, c'est pas fait par nous. En fait, c'est sur le chapeau de l'ONU ou de l'OMM, l'Organisation mondiale de la météo, du GIEC et tout ça. Donc, il y a des scénarios qui sont utilisés par tous les centres de modélisation dans le monde. Donc, on rentre ces données-là dans nos modèles qui vont réagir à ça pour produire effectivement les projections, les simulations du futur. Et selon ce qu'on a mis en entrée dans les modèles, on va se retrouver avec des réchauffements variables à une certaine date. C'est ça. L'équipe de Dominique, l'équipe de sciences du climat chez nous, ce qu'ils font, c'est justement, là, on parle de 2 degrés, mais 2 degrés, c'est une moyenne à l'échelle de la planète. Ouais. 2 degrés, ça veut rien dire à Montréal, à Québec, au Nunavik. Les degrés ne sont pas répartis c'est pas un réchauffement partout. égal Exact. partout. Donc, on essaie de comprendre ce qui va se passer de façon régionale chez nous pour être mieux adapté. Parce que le 2 degrés ou le 1,5 degrés, c'est vraiment une moyenne mondiale. Puis de prendre une décision là-dessus ne fait pas nécessairement beaucoup de sens selon où on est. Ouais. Puis avant de parler de ce qui s'en vient, parce que tu sais, les réchauffements climatiques, on parle souvent du futur, mais on est déjà dedans, dans le sens que tu sais, c'est déjà commencé, là, puis on voit les effets. Puis tu sais, on parlait de la crise du verglas plus tôt. Par exemple, ça, est-ce que on peut dire de tout doute que c'est des phénomènes qui sont causés par les changements climatiques ou pas nécessairement? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est la science qu'on appelle de l'attribution, là. Ouais. Et bon, OK. Juste faire une mise en garde avant qu'on aille plus loin. Okay? Ben oui. Les changements climatiques, là, c'est très large. Hein? OK? Donc, moi, en fait, tu me demandais vraiment ce que je fais. Je travaille en modélisation régionale spécialiste à convection. OK? Fait que juste pour dire que vous avez posé plein de questions, on va répondre au mieux de nos connaissances. Mais il y a fait que donc, on n'est pas des spécialistes de l'attribution, mais je peux vous dire que... OK, on ne peut jamais attribuer probablement plus spécialiste mais que c'est moi, pas... mettons. J'espère. Sinon, il faut qu'on change de place. C'est ça. C'est ça. Mais comment ça fonctionne, c'est qu'on peut faire une série de simulations dans lesquelles on ne change pas le climat, une série de simulations dans lesquelles on change le climat, et on va comparer les deux. Et donc, on va pouvoir attribuer des probabilités. OK? Ouais. Mais on ne peut pas dire cet événement-là est causé par les changements climatiques. Marche. C'est ça, c'est pas comme ça que ça marche. Mais par exemple, il y a eu des études qui ont été faites pour les feux de forêt au printemps et on peut dire qu'ils sont 2 fois plus probables à cause des changements climatiques. Mais ça aurait pu se produire sans changement climatique. Puis quand on remonte dans le passé, souvent on peut trouver des événements semblables, même si on a des données météo sur assez peu de temps, là, 100 ans, 150 ans, quelque chose comme ça. C'est ça. Mais donc, on peut dire la probabilité que ces événements-là étaient soit plus intenses ou plus fréquents à cause des changements climatiques. Puis quand on compare, quand on dit, mettons, 2 fois plus fréquent, c'est par rapport à avant l'ère industrielle? C'est par rapport à quoi, en fait? Bien, la vraie formulation, si on suit ce que le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui est le truc de l'ONU, là, qui produit des rapports à toutes les ceux qui mettent, qui nous inquiètent tous plus à chaque année. À cause de l'éco-anxiété, c'est ça, exactement. Ceux dont le rapport est le rapport qui nous tente le moins de lire. Quand tu commences un article, quand un article commence avec le GIEC dit pas une bonne nouvelle. C'est rarement... Ben, non, on pourra en revenir, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Puis là, j'ai perdu de... Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je te posais la question, est-ce que par rapport à quoi? Oui, c'est ça. Okay, c'est ça, oui. Donc, la vraie période de référence, c'est toujours par rapport à disons, de 1850 à 1900. Qui est le moment où la révolution industrielle est déjà enclenchée, mais où il n'y a pas encore d'effet sur le climat. Fait que quand on veut se comparer, c'est dans ces eaux-là. Souvent, c'est fait d'une manière un peu moins orthodoxe, soit parce qu'on n'a pas de données ou parce qu'on va se comparer, par exemple, à ce que les gens se rappellent. Si je parle, je vous dis, le climat qu'il y avait en 1850, c'est ça. Alors que si je vous dis, dans les années 70, dans les années 60, les bancs de neige étaient plus hauts, ça va dire quelque chose aux gens. Mais la vraie référence, c'est toujours par rapport à avant la révolution industrielle.
industrielle, mais avant que ça ait un effet sur le climat. Donc oui, on va dire que c'est 2 fois plus probable, c'est par rapport à un climat où il n'y a pas eu de changement climatique anthropique. OK. Mais même une période de 30-50 ans, on le voit, on le remarque. Là. On n'a pas besoin de regarder 150 ans en arrière, 150 ans en arrière pour voir les changements. Oui, mais pour l'attribuer de je manière comprends. statistique, c'est autre chose. Et souvent, si on parle d'événements qui sont très rares, ça demande encore plus de données à plus long terme et on a peu d'observations météorologiques qui, à long terme, font du climat. Là. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des modèles aussi, parce qu'avec les modèles, on peut retourner dans le passé. On peut faire des simulations sans changement climatique. Et là, on peut en faire autant qu'on veut, donc on a plein de données. Donc, on peut faire de l'attribution statistique à l'aide des modèles. OK. Puis cette comparaison entre les pourcentages-là qu'on vient de parler, là, le 2 fois plus de chances d'avoir des feux de forêt, souvent les gens utilisent des exemples anecdotiques qui ont eu lieu dans les années 40. Les gens comme s'il y avait une grande population de climato-sceptiques, mais souvent les gens qui veulent un peu repousser les changements climatiques ou le concept de changement climatique vont aller chercher des anecdotes comme ça qui s'est déjà produit. Moi, je me rappelle l'année passée, en novembre, en novembre, il y avait eu comme 3 jours vraiment, vraiment chauds. Là, où est-ce qu'on était comme, hey, ça n'a pas de bon sens qu'en novembre, il fasse cette... Je me rappelle, j'étais en T-shirt sur le plateau Mont-Royal. Je comprenais comme pas. Puis là, il y a comme une statistique qui était sortie, c'est comme, mais c'est même pas le plus chaud qu'il a fait en novembre, en 1900, je sais pas quoi, il a fait plus chaud que ça. Puis je me rappelle avoir entendu le discours de faire, vous voyez, c'est ça qui arrive. Fait que le fait qu'on est capable de calculer le taux de pourcentage de chances que ça se produise, j'imagine que c'est quand même un bon argument pour les changements climatiques, en fait, pour prouver, pas prouver leur existence comme si on avait besoin de le prouver, mais pour démontrer l'importance des changements climatiques. Oui, mais c'est un peu ce que je disais, c'est des événements froids ou catastrophiques. Il y en a eu dans le passé. La différence, c'est la fréquence ou l'intensité ou le territoire que ça va couvrir. Il y a des choses qui se produisaient plus au sud et maintenant qui vont se produire plus au nord. Tu sais, ce genre de truc-là, c'est sûr, quand on peut le quantifier de manière numérique et de façon scientifique à l'aide de modèles, bien évidemment, ça aide. Ça aide. Je sais pas, mais en tout cas, ça aide aux explications, disons, à la clarification de l'idée même. Puis c'est sûr que les gens ont tendance à oublier que le climat change de façon naturelle aussi. D'une année à l'autre, là, si je vous demande de réfléchir à votre date de fête, dans les 5 dernières années, c'est probablement pas la même journée. Ouais, c'est ça. Donc, cette variabilité-là, naturelle, elle va perdurer dans le temps. Il va continuer à avoir des hauts, il va continuer à avoir des bas, même si la tendance de fond est au réchauffement. Puis quand on parle de changement climatique, c'est cette tendance sur un très long terme qu'on essaie de regarder. On ne regarde pas, comme tu dis, un événement qui se produit à un moment donné parce que ça varie d'une année à l'autre, puis ça va continuer à être le cas. Puis justement, tu sais, par rapport à notre point de référence, en date d'aujourd'hui, on en est où? Dans le sens 1,12, je pense. 1,12 degrés d'augmentation par rapport à 1850-1900, en gros. Là. Donc, on a déjà gagné 1,1 degré. Ouais. Observé, là. Ouais. Puis ça, tu sais, dans les conséquences de ça, parce que, tu sais, là, 1 degré... Pour bien du monde, l'hiver est peut-être un peu plus court, puis d'acide. Oui, mais si je te dis qu'une glaciation, c'est entre 4 et 5 degrés de changement, est-ce que tu peux comprendre que le 1 degré, il est important? Glaciation étant l'air de glace. Oui, exactement. Oui, ouais. c'est ça. En moyenne, parce que c'est ça, c'est ce qu'Isabelle disait tout à l'heure. Le 1 degré, c'est une valeur moyenne sur le globe. Ouais. Il faut penser qu'au Canada, parce qu'on est aux latitudes nordiques, c'est à peu près le double. Puis si on va en Arctique, c'est à peu près 3 fois plus. OK? Et ça, c'est une valeur moyenne. OK? Et il faut comprendre que, en fait, les températures les plus froides se réchauffent plus, la nuit, ça se réchauffe plus, ce qui fait qu'il y a certains endroits, tu vois, dans certains extrêmes, le réchauffement, c'est pas 1, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est la même chose quand éventuellement, on va parler du futur. Là. Quand on parle de 3, 4 degrés de plus, c'est encore en moyenne. Donc, 3 degrés de plus au niveau global. Global, c'est mondial. Là. On se retrouve avec 6 degrés chez nous, 9 degrés en Arctique. C'est énorme. Mais fait que finalement, ça se manifeste comment, ce degré 0.12-là, déjà aujourd'hui, que ça soit, tu sais, la question est large, là, dans le sens que, tu sais, je sais que c'est infini, là, les effets des changements climatiques, là, tu sais, puis les feux de forêt, les inondations, les ci, les ça. C'est quoi, mettons,
mettons qu'on en sélectionne les plus majeurs, déjà qu'on observe puis qui impactent nous la vie des inquiètent. gens aussi. Qui impacte la vie des gens. Bien, au Québec, on découpe souvent le Québec en différents morceaux parce que les effets des changements climatiques, les impacts ne sont pas partout pareils. Si on est dans le nord, c'est la fonte du pergélisol, par exemple. Donc là, on a des infrastructures qui sont bâties sur du roc solide qui, normalement, ne devrait pas dégeler. Quand ça commence à dégeler, bien, c'est les infrastructures qui sont mises à mal. C'est des routes qui gondolent. C'est un mode de vie des gens qui sont là, qui est complètement détruit. Il n'y a plus de glace. La chasse, on oublie ça sur la glace. Les routes de glace. Les routes de glace qui sont utilisées, qui sont de moins en moins utilisées. Puis on est aujourd'hui avec 1 degré. Là. Comme Dominique a dit, si on se projette à 19 degrés plus, on est vraiment ailleurs. La dernière fois que j'ai entendu pergélisol, c'était en secondaire 3. Le mentionner. Juste le mentionner là, en géographie. Ça, je l'ai en permanence. Je me rappelle exactement c'est quoi. Ça veut dire que ça l'occupe une partie de mon cerveau depuis tout ce temps-là. Puis que c'est là, puis ça dort, c'est dormant là. Oui. Puis dans Jusqu'à temps que ça dégèle. C'est fini, le podcast est fini. Tu viens de finir ça. Puis dans le sud, c'est l'inverse. Là, c'est des vagues de chaleur ou des étés qui sont très, très longs, qui sont plus longs. On commence l'été plus tôt, génial. On finit l'été plus tard, comme tu l'as dit tantôt, génial. Mais entre ça, ça veut dire qu'on a des vagues de chaleur qui sont plus longues. On a des impacts sur la sériculture, l'agriculture qui sont aussi importants. Les gens ne sont pas nécessairement préparés à tous ces bouleversements-là. Le système de santé va être impacté en tourisme, la neige, en hiver. Sur la côte, on voit déjà beaucoup d'épisodes d'érosion côtière parce qu'on a une perte de glace en hiver. On a des surcotes, des tempêtes, des surverses, le niveau de la mer qui monte aussi. Donc, on les voit déjà, les changements climatiques sur le territoire québécois. Puis là, si on se projette, on va se projeter tantôt. Mais oui. Mais déjà, on est à veille de se projeter. Donc, c'est ça. On les remarque. Puis comme vous dites, ça impacte tous les secteurs économiques du Québec. Nous, on travaille sur une douzaine d'enjeux. Ça va être l'énergie, l'agriculture, la forêt, les écosystèmes, la santé, le tourisme, la sécurité alimentaire. Alouette. Nommez-les, là, il y a un impact en quelque part. Puis ça, c'est au Québec. Après ça, si on essaie, on réfléchit à ce qui se passe au Québec est impacté forcément par ce qui se passe ailleurs. Donc, les chaînes d'impact, on importe des choses, on exporte des choses. Les changements climatiques qui se passent dans les autres pays ont un impact quand même sur nous en termes d'économie, là, de manière générale. Juste pour temporiser un petit peu, parce que oui, c'est super important les changements climatiques au Québec, là, évidemment, là, mais comparé à d'autres endroits dans le monde, je veux dire, c'est ça va, là. OK? On est un pays riche. On est déjà en train d'étudier l'adaptation depuis une vingtaine d'années. On a des infrastructures solides, tu sais. Et par rapport au manque d'eau, qui va être vraiment une préoccupation majeure dans plein d'endroits dans le monde, on n'est pas à risque. Oui, en été, il va y avoir des changements. On va avoir moins d'eau en été. Bon, des vagues de chaleur et tout ça. Mais globalement, sur l'année, on ne sera pas un pays où on va manquer d'eau. Il y a des endroits dans le monde où ça va se produire. Et à ce moment-là, ça amène d'autres bouleversements, beaucoup sociopolitiques, socio-économiques, qui ont des conséquences, évidemment, déplacement de population dû à des sécheresses ou des sécheresses qui amènent des enjeux politiques, etc. Donc, au Québec, quand même, quand on se compare, on se console. C'est ça, on est bien, là. Okay? Juste pour diminuer les co-anxiétés. Bien, on va le faire. Est-ce que ça, précisément, c'est une... En fait, moi, j'imagine le Québec, de par l'accès à l'eau, de par le vaste territoire qu'on manquera presque jamais. Je veux dire, le Québec, c'est énorme. Est-ce que le Québec devient comme possiblement une destination future pour les futurs réfugiés climatiques lorsqu'il y en aura? OK, là, tu sors vraiment de nos champs d'expertise, mais si tu veux avoir notre avis personnel, c'est clair que moi, je dirais que oui. T'sais, parce qu'il y a des endroits dans le monde qui seront plus habitables, simplement. Là.
Fait que, comme je dis, au Québec, oui, on va avoir des problèmes. Il faut vraiment se préparer. Mais bon, je pense qu'on peut être une terre d'accueil assez facilement. Mais là, encore une fois... On comprend. Disclaimer. Puis quand on parle, il y a pire ailleurs, les pires endroits, c'est les endroits les plus chauds, en fait? C'est quoi les pires endroits? Les endroits moins favorisés, en fait, j'imagine? Oui, mais beaucoup d'endroits où, en fait, si on pouvait avoir une carte des précipitations mondiales, il y a certains endroits, en fait, les endroits qui sont déjà arides, en général, en règle du pouce, là, OK? Les endroits où il y a déjà de l'eau vont en avoir un petit peu plus, et les endroits qui sont déjà arides vont en avoir un peu moins. Ce qui fait qu'il y a plein d'endroits comme ça qui sont déjà habitués à gérer une quantité d'eau minimale, mais à un moment donné, tu peux pas gérer pas d'eau. À un moment donné, ça prend de l'eau. C'est ça. Ce qui fait qu'en gros, les endroits qui sont déjà arides, désertiques, ont de fortes probabilités d'avoir plus de problèmes. Mais tu sais, on peut penser par exemple au bassin méditerranéen, où il y a plein de gens autour de ça. Et c'est un endroit où il va y avoir des vagues de chaleur et une diminution des précipitations de façon générale. Donc, ça devient un endroit problématique. On sait à quel point c'est explosif comme territoire, sans faire de mauvais jeu de mots, là, mais c'est ça. Là, Puis est-ce que la sécheresse, c'est la sous-branche des changements climatiques la plus dans l'immédiat, pas dangereuse, mais alarmante, ou c'est... Dans le monde, pour la sécurité alimentaire, c'est un des plus importants, probablement ça, puis le niveau de la mer, là, l'érosion, les surcotes... ça aussi, c'est dans les deux qui risquent de... Et les plus extrêmes. Les plus extrêmes. Donc, on a qui trois, est un autre... En termes de niveau de la mer, est-ce que c'est quantifié, ça? Oui. On le sait, combien... Oui. OK, c'est bon, c'est ça la question. Monter de combien, c'est quantifié, mais on est dans des projections, donc encore une fois, basées sur des hypothèses d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a une fourchette. La tendance, on la connaît. Après, ça va aller de quoi à quoi. Il y a quand même une marge. Mais ça... Oui, c'est ça. Ça va là, pas dans le bon sens. Je suis pas bonne pour me rappeler des chiffres, là. Fait que c'est une couple de dizaines de centimètres. Une vingtaine de centimètres jusqu'à maintenant, c'est ça. Mais si on... Ben là, est-ce que vous voulez déjà qu'on se projette dans le futur? On peut commencer. Oui, on peut commencer. Tranquillement, on se trempe. OK, non, mais c'est ça. On va prendre la référence de 2100, parce que c'est souvent ce qui est utilisé. Ouais. Là, ça dépend beaucoup des émissions de gaz à effet de serre, et blablabla, mais on peut aller jusqu'à, par exemple, 1 mètre d'augmentation du niveau de la mer. OK? Mais... Ça, c'est pas bon pour New York, là, par exemple. Oui, non, c'est pas bon, là, mais je veux dire, moi, je serais plus inquiète pour le Bangladesh, par exemple. Oui, tout à fait. C'est ça. Okay. Non, c'est ça. Mais les îles de la Madeleine. Oui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, en tout cas, c'est ça. Il y a des endroits qui sont pires que d'autres pour d'autres raisons. Là. Il y a le soulèvement isostatique. Les continents sont encore en train de se soulever avec la fonte des glaces de la dernière glaciation. Okay. Et notamment, tout ce qui est autour de la baie du Tson, c'est encore en train de se soulever, ce qui fait que dans certaines régions du monde, c'est pas un enjeu pour l'instant. Okay. Mais je m'égare un petit peu. Okay. Si on revient donc au rehaussement du niveau de la mer, on peut dire en moyenne à peu près 1 mètre d'ici la fin du siècle. Mais ce qui se passe, c'est que ça n'arrêtera pas en 2100. Mais c'est ça. Et il y a une... Bon, là, éco-anxiété, je mets le bouton d'alerte, OK? Ça repart dans l'autre bord. On part on descend. C'est ça. Tant que, qu'il n'y a pas des points de rupture de fonte d'inensis de glaciers, tu sais, que le Groenland ne font pas, que l'Antarctique ne font pas, c'est encore contrôlable. Mais si on atteignait un niveau de réchauffement faisant en sorte que, par exemple, le Groenland fond, là, c'est 6 mètres de plus, OK? Mais ça n'arrivera pas en 2100. Et les probabilités sont faibles, mais il y a des événements comme ça, un peu catastrophes, qui peuvent se produire dans des simulations qui sont hautement improbables, mais à conséquences majeures. Et là, on rentre dans on change complètement le visage de la planète, là, OK? Des pays qui disparaissent pratiquement. À 6 mètres, oui, c'est beau, c'est énorme. Ça, c'est la fonte de Groenland. Mais comme je disais, on n'est pas rendu là. On pourrait peut-être retomber dans quelque chose de moins catastrophique. Mettons, pour lancer la discussion sur les projections puis sur le futur, tout à l'heure, tu as mentionné que si on arrêtait maintenant, on a quand même des projections sur qu'est-ce qui se passe si
demain matin, on ferme la valve des gaz à effet de serre, puis qu'on arrête, là. Genre que le problème est réglé. Ben, pas le problème est réglé, mais On n'aimait plus rien. on n'aimait plus rien, là. Demain matin, tout le monde est carboneutre, tout le monde est végétalien, il n'y a plus de voitures sur les routes, on marche au travail, tout le monde habite dans une ville de 15 minutes avec un jardin sur leur toit, là, tu sais. Les panneaux solaires. Fait que tout est fermé demain matin, c'est quoi qui se passe? OK. Mais en gros, on reste à peu près à l'équilibre. Ouais. OK. Là, encore une fois, je suis vraiment pas bonne pour les chiffres. Fait que exactement les nombres, là, On va te faire confiance que tu parles pas à travers ton chapeau. Oui, c'est ça. Mais en gros, c'est ça, c'est qu'on reste... Il y a encore un petit réchauffement, un petit peu, mais on reste à peu près à l'équilibre. Donc, on retourne pas où on était avant. Il n'y a pas de retour en arrière. Avec cette méthode, avec un arrêt complet, il n'y a pas de retour en arrière. Mais non, parce que les émissions sont encore là, OK? Ce qui est vraiment, c'est juste ça reste à peu près à l'équilibre, simplement. C'est ça. Puis, est-ce qu'on reste comme on est là, dans le fond? Oui. C'est un seul nouvel état d'équilibre, c'est que la Terre a rééquilibré son bilan radiatif pour retomber au point de vue neutre. Donc, elle a simplement augmenté un petit peu sa température pour absorber le rayonnement supplémentaire qui provient de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, si on arrête d'émettre, la Terre se régénère pas d'elle-même. Ça ne régule pas, là. Non. Mais c'est ça. On revient pas, on va pas avec le temps revenir en arrière. C'est comme. On peut pas perdre le degré gagné, là. OK. Il y a aucun moyen où ça prendrait des déploiements technologiques complètement. Puis je vais juste garder. Si la réponse c'est oui. Non, parce que j'ai l'impression que c'est un podcast qui va quand même. Possiblement créer de l'anxiété. Fait que s'il y a des avenues positives et comme émergentes, je les garderais peut-être pour la fin. OK. je sais pas, là. Mais il y en a, oui. Ouais, okay, comme je les ai demandé, il y a quand même pas des bonnes nouvelles, mais il y a des nouvelles qui sont moins anxiogènes qu'elles l'ont été dans le passé, quand même. Gardons les bonnes nouvelles pour la fin, là. Fait que si à la place de tirer la champlure puis d'arrêter maintenant, on continue dans la trajectoire qu'on a actuellement, ça ressemble à quoi, le futur? Ben, disons qu'à peu près 3 degrés de changement à la fin, en 2100. Toujours la référence 2100 par rapport à peu près. Si on n'aimait pas plus ni pas moins, c'est 3 degrés. Si on respecte les engagements pris politiques. Oui, exactement. Si on respecte les engagements, donc, oui. Puis ça veut dire une réduction. Ça veut dire une réduction des émissions, pas une Mm-hmm. réduction nécessairement de la concentration, parce qu'on émet quand même, mais oui. Et bon, c'est ça. Puis ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'on le voit, on vous parle de trajectoire ou de scénario d'émissions de gaz à effet de serre. On le voit, si on continue si on fait rien, s'il n'y a pas de politique en place, on le voit que c'est beaucoup plus que 3 degrés. Donc, on voit qu'il y a un effet des politiques, des engagements en place. Est-ce que c'est assez? Non. Mais il y a quand même, la bonne nouvelle, c'est que les gens, les politiciens, les gouvernements à haut niveau sont en train de mettre en place des politiques qui font une réelle différence sur les changements climatiques qui s'en viennent. 3 degrés, c'est trop encore. C'est trop, mais c'est moins que 5 et 6. C'est ça. Bon. Okay. Voilà. Puis 5 et 6, mettons qu'on commence par le scénario catastrophe. Mettons, si on continue d'émettre autant, sinon plus, on atteindrait 5 et 6, c'est 2100. Puis en plus, 2100, comme on disait, c'est pas... Ouais, mais ça commence à être difficile d'atteindre 5 et 6, honnêtement, là. OK, on sera pas là. Ben, tu sais, on parle toujours de 2100. Okay, c'est sûr qu'on y arriverait à un moment donné si on n'arrête pas d'émettre, là. Mais il faut le vouloir, là, pour atteindre ces changements-là. 5 et 6, ça veut dire quoi? Là, on a parlé des niveaux de la mer qui montraient de 5-6 mètres, peut-être? Non, pas en 2100. C'est juste que ça pourrait déclencher éventuellement peut-être quelque chose. Mais en 2100, on parle d'1 mètre à ce moment-là, à peu près. Là. Puis sinon, c'est quoi les autres effets? Là? C'est comment que la Terre changerait? Bien, tu peux t'imaginer ce qu'il y a maintenant, tout ce qu'on entend parler un petit peu, tu sais, les feux de forêt, la disparition de la neige, les pluies intenses en été, des grandes périodes de sécheresse, mais tout plus prononcé. Parce qu'en gros, le changement climatique de premier ordre, là, il est linéaire. Okay? Autrement dit, plus ton changement moyen est élevé, plus tes changements vont être prononcés, mais de manière, juste ton patron devient plus... certain, si on peut dire. OK? Donc, c'est ça. Vraiment, c'est tout ce qu'on connaît maintenant, mais plus fort. En gros. OK. C'est ça. Mais c'est clair que 5-10 degrés, ben, tu sais, si on parle à l'hiver, ben, ça veut dire que... Ben, en fait, on regarde même plus les changements à 5-6 degrés, pour être honnête, parce que c'est rendu hors de...
on peut le faire pour étudier des changements possibles catastrophiques, mais c'est plus ça qui est réaliste, je dirais. Et comme on s'intéresse beaucoup à ce qui peut être utilisé pour l'adaptation, on regarde plus des changements réalistes. Mais comme je dis, à ce moment-là, tu vas imaginer des vagues de chaleur qui, au lieu de durer quelques jours, vont durer 1 mois, qui vont avoir, au lieu d'atteindre un certain nombre de degrés, vont atteindre 10 degrés de plus. L'hiver qui va pas disparaître, mais la neige moyenne dans le sud du Québec, il n'y en aura plus. Ce genre de choses-là, des périodes d'étiage intenses, c'est ça. Puis le scénario qu'on pense, si on atteint nos cibles de 3 degrés en 2100, le ministre Guilbeault était assis à votre place pas plus tard que vendredi. Ouais. Puis, si je me rappelle bien, corrige-moi si je me trompe, il disait qu'un scénario optimiste était en 2050. Là, lui, je pense que c'était 2050 qui mettait sa date. C'était de 1,5 degrés. Est-ce que ça fait du sens selon les projections que vous avez? Bien, ça se peut 1,5 en 2050, mais ça veut quand même dire à ce moment-là à peu près 2,5, 3 il me semble qu'il a parlé de 2 degrés. Oui, mais le scénario optimiste, il disait 2 degrés, c'est probablement ce qui va arriver. Puis lui, il parlait d'un scénario optimiste. Si on ça doit être 2100 dans ce cas-là. Non, ils sont quand même généralement sur du 2050. Il me semble que c'est ça. Mais c'est plus optimiste que notre 3 degrés. Donc, eux sont encore dans une optique où ils vont réussir à atteindre la carboneutralité en 2050. Puis les politiques en place vont être plus sévères que ce qu'elles sont aujourd'hui. Là. Donc, on a du chemin à faire pour arriver là, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, dans ce scénario-là, qui est probablement le scénario le plus plausible, là, qu'on se rende à 3 degrés puis qu'on essaie d'atteindre nos cibles, en termes d'adaptation, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui... Genre, question large. Ouais, question très large. Mettons qu'on essaie de la déconstruire en plusieurs sous-catégories, mettons. Là. Oui. Mais j'ai pas de piste là, dans le sens que... OK, essayons. Ouais. Par exemple, l'été, on a parlé des vagues de chaleur, des journées au-dessus de 30 degrés. Dans un monde, des municipalités où on a très peu d'espace vert, on a très peu de climatisation. On est dans un monde où, là, si on est à 30 jours au-dessus de 30 degrés, pendant un été, on est habitué à 5-6 jours. On s'en va à presque un mois au-dessus de 30 degrés. Les nuits sont très chaudes. Les gens sont mal adaptés. Nos infrastructures sont mal adaptées. Nos hôpitaux sont mal adaptés. Donc, il faut commencer... Ça commence beaucoup par l'aménagement du territoire. Peu importe l'aléa ou le climat, changement, que ce soit les vagues de chaleur, les feux de forêt, les inondations, l'érosion côtière, ça passe beaucoup par un meilleur aménagement de notre territoire pour essayer de renforcer la résilience. Dans les municipalités, pour les vagues de chaleur, c'est de mettre du verre. La climatisation, ça va en prendre. C'est pas nécessairement la solution qu'on veut. Parce qu'on contribue au problème. C'est ça. Bon, malgré qu'on a de l'énergie renouvelable chez nous. OK, attendez un petit peu. C'est quoi ce regard-là? L'énergie renouvelable, c'est pas d'énergie verte à 100%? Oui, non, mais c'est parce que... Encore une fois, OK? Opinion personnelle. Oui, merci. C'est ça. Non, mais c'est parce que il va y avoir des besoins croissants en électricité, mais c'est parce que harnacher des rivières, aménager des barrages, il y a quand même un coût environnemental à ça, dans ce sens-là. Il n'y a aucune énergie qui a 0 coût environnemental. Non, c'est ça. Mais comme au Québec, on a quand même harnaché les rivières les plus près, que ça commence à être... Il faut aller chercher... En tout cas, il y a un coût environnemental qui est plus important. Fait que planter des vignes sur les buildings de béton, c'est peut-être la meilleure solution. C'est ça. Les solutions basées sur la nature, on essaie de se tourner davantage vers du vert que du béton, que du gris, que de la climatisation, mais les demandes en énergie, comme Dominique l'a dit, vont changer. Plus en été, nos infrastructures ne sont pas adaptées à ça. Moins en hiver, les hivers vont être plus doux. On va avoir besoin de moins chauffer en hiver. L'érosion côtière, c'en est peut-être un autre. Là. Dans l'est du pays, on le voit déjà. Donc, comment est-ce qu'on aménage mieux? Puis là, on va devoir probablement prendre des décisions difficiles. Pour le moment, on a fait des belles choses en aménagement du territoire, en refaisant des plages comme à Percé. Oui. Ça fonctionne super bien, mais il y a une limite à un moment donné à certains endroits, certains traits de côte où là, les gens sont, on va se le dire, très, très près de la côte. Ouais. Les routes, les rails, donc
On commence déjà au Québec à réfléchir à la relocalisation de certaines de nos infrastructures. C'est pas une conversation qui est super facile que les gens veulent avoir nécessairement, mais c'est le genre de décision difficile qu'éventuellement va peut-être falloir prendre selon ce qui s'en vient dans le climat futur. Mettons, par rapport à l'érosion, c'est quoi les... je parlais des îles Madeleine tantôt. Ça, je pense que c'est une endroit c'est une réalité qui est très à risque. Là. Moi, mes parents ils ont habité là longtemps. Je suis né là, entre guillemets. Là, puis les îles Madeleine, déjà de mon enfance et d'aujourd'hui, ça a changé. Là, puis je pense que c'est... puis vous me corrigerez si je me trompe, dû surtout à la fonte des glaces, là, ce qui fait qu'ils protégeaient, Exactement. Qui protégeaient les côtes de l'érosion. C'est quoi les endroits les plus à risque? Tu parlais au Québec, mettons. Au Québec, toute la côte, comme tu dis, les îles de la Madeleine, mais la côte au complet de la Gaspésie, pas jusqu'au Bas-Saint-Laurent, mais Côte-Nord, toute la péninsule, je veux dire, c'est des endroits où, justement, les gens... C'est pas juste que c'est le climat, c'est qu'on a déjà une vulnérabilité qui est installée. On a bâti, en s'adaptant à un climat passé, en se disant que les choses n'allaient pas changer, donc on est vulnérable de par la façon qu'on a construit. Donc ça nous aide pas. On a besoin de travailler sur le climat, mais on a aussi besoin de travailler sur la façon qu'on utilise le territoire. Mais naturellement, les humains, on s'installe toujours près des côtes, près de l'eau, j'ai l'impression. Oui, c'est pareil pour les lacs, les rivières. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des politiques ou des directives qui soient... C'est pas une conversation facile ni agréable. Puis vous, quand vous avez le mandat, par exemple, de proposer, d'aller voir les preneurs de décision avec ces problématiques-là, qu'est-ce que vous leur amenez, proposez? Nous, on va beaucoup faire des études justement pour évaluer les coûts de « on fait rien » versus les coûts de plusieurs différentes solutions. Donc, comme je vous disais, là, à Percé, par exemple, c'est une recharge de plage. Ils ont remis des galets, mais avant de faire ça, ils ont évalué une dizaine d'autres options. Là. Il y avait toutes sortes d'un mur de béton et des solutions, il y en avait beaucoup. La moins coûteuse, c'était pas nécessairement la plage de galets, mais celle qui allait durer le plus longtemps. Donc, c'est un accompagnement de longue haleine avec les gens qui prennent des décisions pour justement évaluer toutes les options, de réfléchir à court, moyen, long terme, parce que l'on parle beaucoup de ce qui s'en vient. Mais on sait, de manière générale, il y a des études qui sont faites sur une plus large échelle, puis on sait que si on investit $1 dans l'adaptation au changement climatique, on sauve 10 à 15 $ en coût évité. De manière générale, la règle du pouce, c'est 10 à 15 %. Oui, 15 $. 15 fois, 10 à 15 fois. Oui, donc ça, c'est énorme. Ça, de manière générale, c'est la règle du pouce. Après, ça dépend de l'enjeu, ça dépend où on est, ça dépend de plein de choses, mais on sait, partout dans le monde, c'est à peu près la même chose. On sait que c'est mieux de prévenir, de se préparer, que de rapiécer à la pièce quand ça se produit puis de rien faire. 10 à 15 fois, c'est massif, là, ça, c'est énorme. Là. C'est pas un argument pour un gouvernement, je sais pas c'est quoi qui est un argument. Là. Faut mettre l'argent là. Faut le mettre, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, il faut le mettre. C'est juste que l'argent de maintenant, dans leur... pour que le gouvernement plus dans leur tête. Le gouvernement futur, c'est pas dans 4 ans. C'est ça, pas nous autres qui va économiser. Tu me dis qu'un autre parti va économiser. Peut-être mon adversaire va économiser. Exactement. J'avoue, hein. Ouais, faudrait que ce soit, c'est ça, faudrait que ce soit indépendant. Genre une espèce de gestion des finances publiques indépendantes. Une genre de dictature, mais par quelqu'un de bon. Des dictatures éclairées. C'est ça. Ouais. Aïe, aïe. C'est fou, c'est fou. Parlons maintenant des avenues de bonnes nouvelles. Plus. Oui. Est-ce que, tantôt on parlait projection sur tirer la champlure. Est-ce qu'il y a un retour en arrière possible? Est-ce que les avancées technologiques on peut projeter un monde dans lequel on retrouve une Terre en santé? On retire. Oui, bien, la Terre en santé, je pense qu'il y a une question qui est plus large que juste les changements climatiques. Là. Je pense que c'est plus l'utilisation des ressources. Mais bon, on est d'accord. C'est ça. L'être humain reste l'être humain. Oui, bon, c'est ça. C'est ça. C'est clair qu'il y a un développement technologique qui peut vraiment nous aider beaucoup.
il y a des choses qui sont déjà testées à petite échelle, mais tu sais, la capture de carbone, donc on retire du carbone de l'atmosphère, souvent pour l'enfouir de différentes façons. C'est fait à petite échelle et d'après mes connaissances, là, comme je ne suis pas une spécialiste de ça, mais à petite échelle, ça fonctionne relativement bien. Le problème, c'est quand on essaie d'y aller à plus grande échelle. À ce moment-là, le besoin en énergie pour faire ça, donc les coûts aussi financiers pour faire ça, deviennent faramineux, ce qui fait que ce n'est plus rentable. Si tu dépenses plus d'énergie, finalement, tu produis plus de gaz à effet de serre, selon la façon dont ton énergie est produite, pour retirer des gaz à effet de serre, ben ça n'y est. Bon, on s'entend que ça ne fonctionne pas. Mais, donc, le développement de ces technologies-là, qu'on espère va se produire bientôt, à plus grande échelle, va vraiment permettre de retirer du carbone de l'atmosphère. OK? Et là... Ces technologies-là existent ou n'existent pas encore? Oui, ou sont dans le voie existent. d'exister? Existent et ce sont à petite échelle. OK. OK, le problème, c'est vraiment quand on passe à une échelle macro, parce que ce qu'ils arrivent à retirer, c'est négligeable. Là. OK? Parce que c'est pas seulement le fait de capter le carbone qui serait émis par des industries, ce serait vraiment d'en retirer de l'atmosphère. C'est ça. Donc, puis ça, de le remettre sous forme solide, là, si on veut, ou là, tu sais... Oui, j'avoue que stocker ça quelque part. On le remettre en dessous de la terre. Oui, puis exactement. on met le bouchon. Mais il y a beaucoup des scénarios d'émissions du futur qui tiennent compte de ces futurs développements technologiques-là. OK? Donc, pour vraiment... Comment je pourrais dire ça? OK. Donc, on revient à notre cible de 3 degrés Celsius. Oui, c'est en fonction des politiques, mais il faudrait aussi que ces technologies-là soient efficaces et adaptées à grande échelle. Donc, c'est calculé. C'est en prévoyant. Ça fait partie des scénarios d'émissions qu'on utilise dans les modèles. Parce que le GIEC considère que ces technologies-là vont être disponibles. OK? Donc, oui, il y a quelque chose qui dépend de la technologie qui va venir nous aider. Là, j'avoue que si on retire plus de carbone dans l'atmosphère que ce qu'on avait, par exemple, auparavant, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je ne suis pas certaine qu'il y ait des expériences qui ont été faites là-dessus. Donc, si, par exemple, on retirait tellement de carbone dans l'atmosphère qu'on tombait à un niveau, par exemple, pré-industriel, est-ce qu'on retournerait à ce climat-là? Probablement, tant qu'il n'y a pas de points de rupture qui ont été franchis. Par exemple, si le Groenland est fondu, on ne pourra pas le rebâtir comme ça. Mais si on prend, par exemple, la glace de mer, il suffit d'un hiver froid, puis la glace de mer en Arctique ou dans le Golfe, elle va revenir. Là, donc, tant qu'il n'y a pas de vraiment, c'est ça, comme je dis, points de rupture qui ont été atteints, c'est ça. Puis les points de rupture, la fonte du Groenland, la disparition de l'Amazon, dans le sens que... de l'Amazonie, pardon, pas de la rivière, mais si toutes les forêts meurent pour différentes raisons en Amazonie, ça, c'est des points de rupture, là, parce que ça ne reviendra pas comme ça. Ouais. C'est ça. Mais si ça, il n'y a aucun point de rupture qui est atteint, on devrait retourner... a priori, c'est ce que je dirais. C'est quoi les... Excuse, juste sur les points de rupture, dans le fond, il y en a-tu d'autres? C'est quoi, en fait? Tu parlais de si les grandes forêts disparaissent, si les glaciers fondent, y a-tu d'autres variables qui pourraient être catastrophiques? Attends une minute, il faudrait que je si tous les volcans de la planète se mettent à... les volcans, c'est autre chose. Les volcans, ils font leur petite affaire. Il n'y a pas de lien avec le changement climatique. Mais c'est sûr que quand il y a une éruption volcanique, ça diminue la température pour une année ou deux. Là, mais c'est ça. Fait que si on fait sauter tous les volcans... Exactement. Là, on va se tomber l'équivalent d'un hiver nucléaire. Là, mais à cause c'est ça. On l'a vu un peu avec la COVID. Avec la COVID, il y avait plus... Les gens étaient pris à la maison, puis il y a eu une baisse instantanée. Ça remontait très rapidement. À peu près 10% des émissions. C'est ça. On est descendu à 10%? Il y a non, il y a une baisse de 10% au total. Ce qui... il faudrait faire ça à chaque année. Ouais. Le monde très près, là. Oui. Un petit confinement chaque année. C'est ça. Voici la solution. On n'aurait pas de problème à gérer le monde, là. Exactement. J'aime mieux faire... faire tous les volcans, tous les volcans en même temps. Je pense que si tu faisais un sondage à la population, ce serait ça, le oui gagnerait. Mais mettons de 30 ans de carrière de projection, là, est-ce que, parce que là on parle de la technologie qu'on prend en compte maintenant dans les projections, mais est-ce que maintenant on prend en compte une technologie qu'on n'était pas capable de même imaginer avant? Au sens où les projections dans peut-être 10 ans vont... Est-ce qu'il y a des chances que les projections dans 10 ans n'aient pas prévu
une avenue qu'on peut pas prévoir maintenant, j'imagine? Bien, au point de vue développement technologique, Ouais. c'est sûr que oui, mais a priori, toutes les composantes dans les scénarios d'émissions qui sont faits par le GIEC, là, par l'ONU, par rapport au développement technologique, aux ententes entre gouvernements pour les réductions d'émissions, par rapport au développement de la population, l'utilisation des sols, il y a quand même plusieurs scénarios qui sont élaborés, qui suivent les dernières recherches, vraiment les plus à jour, c'est élaboré par des grandes équipes. Là. Ce qui fait que, oui, au point de vue technologique, il peut arriver quelque chose, mais en général, il y a quand même un certain indice. On sait à peu près où ça s'en va. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quelle vitesse ça va aller, à quel point les investissements vont se produire. Donc, c'est évident que s'il y a plus d'investissements dans un certain type de recherche, bien, en général, le développement technologique à grande échelle se produit plus rapidement. Là. C'est plus à ce niveau-là. Mais il y a à peu près tout ça qui est pris en compte. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une grande famille possible de scénarios d'émissions. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui explique la fourchette qu'on parlait Exactement, tantôt, là, c'est ça. Oh, oui. Puis là, ce qu'on a parlé, c'est beaucoup la fourchette de ce qui est possible, mais ce qu'on peut simuler, tu sais, je veux dire, il y a des changements qui sont encore plus grands, sauf qu'en général, on essaie de se concentrer pour l'adaptation, pour des choses qui sont réalistes. Mais on peut faire des simulations catastrophes ou avec aucun changement tant qu'on veut. Là. Puis, mais toi, en 30 ans de carrière, aujourd'hui, tu es plus optimiste qu'il y a 30 ans ou il y a 30 ans, j'étais sûrement trop naïve pour être... c'est ça. Mais oui, globalement, oui. Par rapport à il y a 10 ans, c'est clair que oui. Parce que, comme je disais, il y avait... ça faisait quand même, on va dire, 20 ans que j'étais là-dedans. Et il n'y avait rien qui changeait. Je veux dire, honnêtement, là, au niveau mondial, là, tu te dis, écoute, ça fait des années, puis moi, ça fait 30 ans, mais comme je disais, les premiers rapports du GIEC, ça remonte... avant ça, quand j'ai commencé ma maîtrise, mon prof, mon directeur m'a dit, OK, les humains émettent des gaz à effet de serre, on change le climat. C'était déjà clair, là. Et pourtant, là, il y a 10 ans, c'est comme, il n'y avait aucun effort au point de vue gouvernemental. J'avais l'impression qu'il ne se passait rien. À chaque 6-7 ans, 8 ans, il y a un rapport du GIEC. On sort toutes nos belles données scientifiques, mais après ça, il se passe quoi? Rien. Il y a une COP où il y a des gens qui parlent, où ils vont tous là en avion, puis finalement, après, ils font des cibles, des objectifs qui ne remplissent pas, qui ne suivent pas, qui ne respectent pas. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Depuis 10 ans, vous vous sentez plus écouté? Oui, mais globalement, au niveau mondial, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, un petit peu plus. À la fois en atténuation puis en adaptation. Moi, je le vois aussi. Je travaille davantage sur le côté adaptation avec les gens sur le terrain, puis les gens sont davantage conscientisés, puis on voit une mouvance vers, OK, on doit se mobiliser, on doit agir, on doit se préparer au négatif et prendre les opportunités qui passent aussi, comme on disait, on se compare, on se console. Il y a des choses qui peuvent profiter à certains secteurs au Québec aussi, mais ça, on le voit, nous aussi, en adaptation, là, que les gens sont davantage prêts à agir, prêts à écouter, puis à se préparer à cette fourchette-là, justement. Avant, c'était, on ne sait pas, là, vous nous dites, ça va être entre ça et ça, on ne peut pas prendre de décision. Mais vous en prenez déjà des décisions sur... Tout est incertain dans la vie, là. Je veux dire, donc, vous prenez déjà des décisions sur des trucs qui sont incertains, puis là, on voit que ça, c'est mieux compris, puis il y a une volonté d'agir qui n'était pas là auparavant. Puis l'effort, il est mondial ou quand des fois qu'on regarde ailleurs... Parce que, tu sais, on dirait souvent, quand on parle d'environnement, il y a toujours... une langue sale qui va dire oui, mais on a bien beau nous autres faire des efforts, si l'autre à côté il pollue, ça sert à rien, puis c'est une affaire mondiale. Puis tu sais, évidemment, si tout le monde pense de même, on bouge pas, on n'avance pas. Mais est-ce que tout le monde fait un effort ou bien il y a toujours des moutons noirs, là. Okay, c'est clair. Mais globalement, oui, tout le monde fait un effort. On a juste à le voir avec le développement de l'énergie verte, là, de l'éolien et du solaire principalement au cours des dernières années. Là. C'est fantastique, là. C'est ça. Et oui, tout le monde a des cibles de réduction. Il y a certains endroits qui les ont atteints. Il y a d'autres endroits, c'est plus difficile. Évidemment, ça va et ça vient avec les gouvernements. On s'entend que si on s'en va vers des gouvernements plus conservateur pour utiliser ce mot-là qui est lié à rien du tout. Non, c'est ça. C'est clair que ça risque d'être plus difficile. Et c'est ce qui fait aussi que ça retarde aussi dans certains cas. Mais oui, le mouvement, il est mondial. Tout le monde est affecté. Là. Je pense qu'il n'y a pas un pays sur la planète qui peut dire « Ah, moi, ça me touche pas. » C'est pas pour rien que, justement, au niveau des COP ou quand il y a des rapports du GIEC qui sont publiés, c'est un effort mondial. Ouais.
Et cet effort mondial-là a débuté dans les 10 dernières années à cause de quoi? Grâce à quoi? Ben, il a débuté avant, mais je te dirais que c'était peut-être plus, on allait se... Ben, écoute, c'est vraiment opinion personnelle, encore une fois, je suis même bonne là-dedans. OK, on allait se faire voir à la COP pour dire que c'est important, mais dans le fond, on prenait aucune action après, là. Ouais. Pourquoi? Je pense que parce que les effets se font sentir, parce que les gens peuvent plus dire ah ben non, justement, il y a déjà fait chaud dans le passé, donc c'est normal. Il y a tellement d'événements, on a les données. Les coûts sont faramineux pour les gouvernements. Oui, Je veux dire, il y a un moment donné où... Quand ça commence à réellement coûter cher, quand on se fait dire ça va coûter cher, c'est comme OK, le problème n'est pas tout de suite, mais là, quand ça coûte cher, là, on bouge plus, là, peut-être. On est passé d'un problème théorique à un problème concret. Ouais. Fait que je pense que c'est pour ça. Et aussi parce que faut que la population pousse. C'est toujours les gouvernements, c'est élu en général. Ben, pas partout, là, mais en général. Ouais. C'est ça. Ce qui fait que si la population pousse, et ça, il y a une conscientisation chez les plus jeunes qui est extraordinaire. Là. Fait que c'est ça. Puis est-ce que pour le fun, faites des projections passées 2100 ou bien c'est vraiment ça l'espèce de standard puis qu'on mesure jusqu'à 2100? Bien, c'est le standard, OK? Mais moi, depuis que j'ai commencé, c'est le standard, OK? Ouais. Donc, éventuellement... Le standard bouge pas, là. Le standard, c'est quand même... Parce que, tu sais, là, il y a plein de gens qui sont nés en ce moment qui vont être encore en vie en 2100. Tu sais, c'est plus un loin... Nous, on se le fait demander ça davantage commence. parce que, justement, tu construis une infrastructure, un barrage dans le Nord, pour pas le dire, là, mais des infrastructures massives, dans 100 ans, il faut qu'elles soient encore là. Dans 150 ans, il faut qu'elles soient encore là. Donc, on se fait de plus en plus demander... Ouais, c'est quoi la vision long terme? C'est quoi la vision long terme? Plus loin que 2100. Mais le problème, c'est comme les scénarios, ce qu'on appelle scénarios d'émission, mais les scénarios socio-économiques, on va dire, là, dépendent justement du développement social et du développement économique. Donc, de la démographie, de toutes les ententes, ça devient difficile de se projeter plus loin. Ce qui se passe, c'est que on remonte à il y a 20, il y a 30 ans, on utilisait juste des émissions de gaz à effet de serre, souvent théoriques. Au départ, on double 1% d'augmentation. Donc, il n'y avait pas la composante socio-économique. Alors que maintenant, elle est présente. Donc, ça devient plus difficile de dépasser 2100 sans tomber dans des hypothèses qui vont peut-être avoir aucun lien avec la réalité. Ouais. L'ONU fait des projections démographiques, mais si on n'a pas de projection démographique dépassée 2100, on ne peut pas associer des émissions à ça. Puis c'est une des difficultés. Ouais. À quoi ça ressemble, les projections démographiques, justement? Il y a plein de scénarios, là. Écoute, il y en a... Ça augmente jusqu'en 2050, ça diminue. Il y en a d'autres, mais souvent, c'est ce qui semble peut-être le plus... c'est que ça augmente, puis qu'à un moment donné, ça stabilise. Oui. Ça ne sera pas infiniment, exponentiellement en croissance, là, comme ça l'a été dans les 50 dernières années. Difficile à dire. Écoute, c'est quoi le max? C'est quoi le max? 10 milliards? 20 milliards? C'est quoi le maximum de la planète? C'est ça. Je sais pas. Je sais pas Mais je pense que ça doit être... C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans les projections environnementales. Là. Oui, exactement. Pour associer... il faut associer des concentrations, des émissions de gaz à effet de serre à quelque chose. Tu peux pas juste dire ça augmente. On l'a déjà fait dans le passé parce qu'on n'avait pas cet appui-là. Mais maintenant, c'est plus... on est rendu plus loin que ça. Là, Puis il faut être conscient aussi en tant qu'espèce qu'il y a il y a une limite au nombre d'humains qu'il peut y avoir sur la planète en termes de ressources puis tout ça. Oui, mais il peut en avoir plus à certains endroits puis moins à d'autres. On va dire ça comme ça. Oui. Exact. Combien ça émet un humain jusqu'à 18 ans? Ça dépend. T'habites où? Ici, mettons. On est à combien? 7 tonnes par année, je crois, à peu près? Ouais. Parce que je pense que c'est dans ces eaux-là. 7 tonnes par année. Ouais. Équivalent CO2. Mais dans certains pays dans le monde, si t'es à 1, c'est beau, là. On émet beaucoup, là. C'est clair qu'on émet beaucoup, là. Mais de par notre nordicité, c'est clair qu'on dépense beaucoup d'énergie pour... de base, oui, c'est ça. Grand territoire. Puis oui, justement, le déplacement et notre façon de vivre, là, simplement. Là. 7 tonnes par année. Il me semble. De mémoire, c'est ça. Puis le 3 degrés d'ici 2100, excuse, je suis à l'ombre, parce que... Mais, tu sais, est-ce qu'après ça, on estime que, justement, pour la suite, là, parce qu'il va en avoir une suite, est-ce que le but, c'est que ça reste là ou on le sait que ça va continuer de monter
Dans le Non, sens, dans le sens que ce qu'on serait capable, à partir de en 2100, par exemple, d'être complètement carboneutre, puis émettre... ouais. Moi, je pense que oui, au point de vue technologique, je pense que c'est clair qu'on va arriver là. Donc après ça, ça reviendrait à ce qu'on disait tantôt, de comme On stabiliserait. s'arrête- On on arrête à stabiliserait. 3. Oui. Fait que On ça, est rendu. à quoi ça ressemble à 3 comme société? Ben, si jamais on a la chance d'avoir un peu de neige, tu sors tes skis rapido puis tu y vas. Au Québec, Parce là. que 3 souvent, degrés, oui. c'est 6 C'est ça. degrés là, dans le sud du Québec. C'est Comme ça, on disait, c'est c'est plus beaucoup. que 9 dans C'est le nord. là. beaucoup. C'est beaucoup, là. Beaucoup. Puis, donc, Ouais. c'est ça, pour le Québec, là, c'est pas 3, c'est... Non, c'est le double. Oui, c'est le double. C'est Puis le au double. nord du encore Québec, plus, C'est encore 40 plus, degrés en 3 fois. été. Là. Oui. Ben, Oui, dans oui. oui, pendant Oui. tout l'été. Ouais. C'est des Donc, gros c'est changements. C'est des horrible gros quand même. changements. Oui. C'est horrible comment Ouais. on... Ouais. Puis... C'est pas le Québec dans lequel j'ai grandi. Là. Il n'y a plus de cabane à sucre parce que Non, les non. érables coulent Ben, plus. il va en avoir, mais Puis plus au nord, Plus au nord, si c'est ça. il y a des érables. Ça va T'sais, coûter cher. dans le sens La que canne de c'est ça. sirop. C'est ça, Là. il faudrait Oui, avoir. oui. Fait que, Ouais. ouais. Planter Parce que, ailleurs. tu sais, exemple, la forêt... tu sais, la forêt boréale est adaptée. Je veux dire, elle existe à cause du Des feux. climat. Mhm. Tu sais, puis... Oui. Ouais. Si la température augmente, est-ce que ces arbres-là font juste mourir à cause En fait, que- c'est parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle des accidents de régénération. Les espèces qu'on a dans la forêt boréale sont habituées, ont besoin des feux. Les cocottes n'ouvrent pas s'il n'y a pas de feu. Ouais. Mais ils sont habitués à une certaine fréquence. Donc, ça te prend un arbre mature qui a produit des cocottes avec des graines matures pour que ça ouvre. Si tu as des feux trop fréquents, oublie ça, la forêt ne peut pas se régénérer. Donc là, il faut que tu replantes. Puis là, ça va coûter cher. Puis, donc, il y a une limite à l'adaptation de nos forêts à une fréquence de feu qui est en augmentation. Puis des territoires qui sont de plus en plus grands. Là, on parle de superficies qui sont aussi en augmentation avec les changements climatiques. Donc, ça demande une adaptabilité de gestion de nos forêts. C'est puis ça, des d'efficacité forêts, à combattre d'efficacité. les feux, puis tout Exact. ça fait partie des Oui, voilà. données. Ouais. Puis donc, c'est ça. Puis j'imagine qu'au nord du Québec, c'est encore plus grand, là, l'augmentation en termes de Des Oui. changements. changements, De en changement. changement de Donc déjà, la température. limite nordique des arbres a déjà migré de façon importante dans les dernières années, puis on le voit de plus en plus. Donc, comme Dominique a dit, on voit là, les écosystèmes migrent vers le nord. Donc, Ouais. ça va pas aussi vite. Les arbres, ils n'ont pas des pattes, là, ils peuvent pas se lever puis se déplacer avec les changements climatiques, mais La forêt bouge tranquillement, pas. la forêt bouge tranquillement. Mais La on faune voit aussi, les la espèces faune, de- exact. Ça, c'est plus rapide. Ça, Ouais, c'est c'est plus ça. rapide. Ouais. Voilà. Puis on a des espèces du nord qui descendent plus vers le sud. Là, on a des croisements qu'on n'avait jamais vus avant. Là, Ok. le renard roux puis le renard Ah oui, arctique oui, qui, c'est commencent ça. qui commencent à se rencontrer. Puis, ici. est-ce que j'ai vu un grizzly puis un ours polaire? Oui, oui. J'ai Ben, vu t'as- ça je sais sur pas si t'as- Internet. Oui, oui. Je veux dire, t'es chanceux. À Mais- Montréal! Je suis encore là pour en parler. Mais ouais, c'est ça, il y avait eu comme un croisement Oui, là, entre oui, un oui, grizzly c'est et un ça. ours Donc, polaire. mais- C'est fou Oui, ça. Là. c'est ça. Oui. Donc, nous, on voit venir ce qui est aux États-Unis. Donc, ça, dans les bonnes Ouais. nouvelles, c'est qu'on a quand même une vision de ce qui s'en vient un petit peu. On peut regarder chez nos amis du Sud puis se dire, OK, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, eux, en termes d'adaptation? Ils ont une longueur d'avance, puis on peut en profiter de cette longueur d'avance-là parce qu'ils ont testé des choses, puis on peut aller un petit peu plus vite dans notre adaptation au changement climatique. Mhm. Les gens, par exemple, qui vivent au nord du Québec de manière plus ancestrale, là, si on veut, c'est C'est un mode de vie qui c'est un mode de vie Ouais. qui va qui falloir- disparaît. Ouais, qui- Exact. ouais. Mais en même temps, il Ben, faut quand même. Tu sais, il va quand même encore faire froid au nord du Québec en 2100. là, OK? Il ne faut Ouais. pas Même s'imaginer c'est que ça, ouais, c'est ça. Ouais. Mais il fait moins froid. Donc, ce qui est basé, comme on mentionnait au tout début, tu sais, les routes de glace, tout ce qui est par rapport à les infrastructures sur le pergélisol, ça, c'est plus viable. Mhm. Tu sais, Mhm. Ouais, ouais. c'est ça. Fait que de ce que je comprends, dans le fond, c'est que si on continue dans la direction qu'on va en termes de réduction, ben on a une bonne idée de ce à quoi il faut se préparer, dans le fond. Oui. Fait qu'on a une bonne idée de pouvoir... on peut mettre quand même sur papier de façon assez précise qu'est-ce qui s'en vient puis comment on Comment peut le c'est ça. gérer. Là. Oui, bien, de façon globale. C'est sûr que si tu vas dans le détail ou là, à ce moment-là, ça demande plein d'idées. Parce que Ouais, ça ouais. touche tellement à tout. Oui, on a une idée Ouais. générale, mais c'est ça. Ouais. Ouais. Mais Ouais. vas-y. Non, mais j'allais dire en agriculture, je veux dire, le nombre de fermes, le nombre de cultures est infini. On sait à peu près ce qui s'en vient, mais après, pour donner les bonnes mesures à la bonne ferme, bien là, ça prend des études plus précises pour comprendre
sur cette parcelle-là, qu'est-ce qui se passe, comment ils peuvent adapter. Puis ça, c'est vrai un peu partout. Là, ça prend quand même des études ou une information qui est plus locale pour être capable de bien mettre en place l'adaptation. Puis l'adaptation, on parle souvent d'adaptation de bouquet de mesures. C'est pas une mesure qui va régler tous nos problèmes, puis les enjeux sont tous liés. Si on parle, par exemple, de gestion de l'eau dans les cours d'eau, c'est les municipalités, c'est les agriculteurs, c'est le tourisme, c'est plein de monde. Si chacun de ces secteurs-là décide de mettre sa mesure d'adaptation en place, peuvent facilement nuire aux autres. Mm-hmm. Donc, c'est ça la complexité aussi. C'est un effort coordonné que ça prend. Puis ça complexifie un peu, comme tu dis, les solutions, on les connaît, mais là, on les connaît à la pièce, il faut les mettre, il faut assembler le casse-tête puis s'assurer que tout fit à différentes échelles. Mm-hmm. Puis est-ce qu'on parlait on voit qu'est-ce qui s'en vient aux États-Unis, mais est-ce qu'on voit, ou du moins au sud, mettons, prenons l'exemple encore du Québec, évidemment, parce qu'on est là, mais on voit qu'est-ce qui s'en vient en termes d'effets. Est-ce qu'on peut aussi prévoir qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'adaptation en voyant qu'est-ce qui se fait? Tu sais, mettons, je vais donner un exemple absolument débile parce que c'est sûr que ça sera pas ça qui va se passer, j'imagine. Corrigez-moi si je me trompe. On voit qu'en 2100, il va faire un climat ici comme il fait actuellement en Floride, fait qu'on commence à planter des orangiers, mettons, pour avoir des oranges. Est-ce que c'est le genre d'affaire qu'on pense quand on pense à l'adaptation, en se disant, OK, il va falloir qu'on cultive des choses, Oui. Fait qu'il va falloir cultiver comme il va faire, tel climat. comme ils font dans ce Transformation climat-là. profonde, oui, absolument. Oui. Ah ouais, hein? En agriculture, c'est Du bon jus d'orange du Québec. Peut-être pas des oranges. Mais les vignes, c'est un Des bon jus exemple. d'orange de On a l'île des d'Orléans. vignerons. Oui, c'est ça, mais c'est un bon exemple. Les j'ai vignerons entendu, au Québec font du vin depuis longtemps au Québec, mais là, les cépages qui sont en train d'essayer de cultiver, c'est en fonction des changements climatiques. Ils sont capables de cultiver des choses qu'ils n'étaient pas capables de cultiver. Les agriculteurs, de manière générale, regardent beaucoup ce qu'il y a dans le sud pour tester des choses sur leur territoire. En forêt, c'est la même chose. On parle de migration assistée. Là, on commence à faire des tests de... Si on plantait ça là, déjà plus au nord, on va planter des essences qui vont être adaptées déjà au climat de demain. Aujourd'hui, ils vont aller un peu mal là, parce que c'est pas prêt tout de suite, mais donc c'est le genre de tests qu'ils font, puis ça vient de regarder ce qu'on appelle un analogue. Là. Qu'est-ce qui se passe ailleurs, ce qui s'en vient, de voir ce qui s'en vient ici, qui est déjà ailleurs. On se compare, puis on essaie des choses. Donc oui, ça se fait. C'est fou, ça. Wow. Bon, j'avais jamais même pensé à ça avant notre conversation. J'avais jamais même pensé à quand, évidemment, que le climat va ressembler à un climat qui existe ailleurs dans le monde. Il va falloir changer ça. Oui, mais ressembler, mais tu sais, avec quand même des différences aussi. Tu sais, le point de vue géomorphologique, c'est pas la même chose. Tu sais, il y a la faune, la flore. On voit des espèces qui arrivent du sud, bon, tu sais, qui sont présentes maintenant. Il y a des choses, c'est très agréable, mais il y a des problèmes aussi. Puis des fois, c'est des espèces qui n'ont pas nécessairement de prédateurs. Puis là, ça amène tout un bouleversement des écosystèmes. Donc, c'est des questions hyper complexes, là. Mm-hmm. Puis au niveau de l'adaptation, au niveau planétaire, mettons, là, est-ce qu'on est capable déjà de savoir, y a-t-il des zones déjà qu'on sait qui seront plus habitables? Y a-t-il des grands bouleversements, des grandes migrations qu'on attend ou on le sait pas? Ou, Bien, comme on le disait tantôt, je pense que les grandes sécheresses en termes de sécurité alimentaire, les endroits dans le monde où c'est déjà difficile en termes d'agriculture puis en termes de ressources, ça va être de plus en plus difficile. Donc, on s'attend à ce que ces régions-là subissent des épisodes de migration. Même affaire avec l'élévation de la mer. C'est les côtes, c'est les petites îles insulaires là, qui sont déjà à ras la mer. Donc, ça, c'est probablement des enjeux les plus importants auxquels je peux penser là, de manière planétaire. Puis ça, est-ce que ça a déjà commencé aujourd'hui? Oui. C'est ça. Ouais. Il y a déjà des réfugiés climatiques. Là, c'est quoi, Tuvalu? Ça se peut-tu? Je me mélange peut-être là, au Kiribati. C'est des îles Pacifique. Puis, je veux dire, ils ont dû quitter... Oui, ils sont des réfugiés climatiques. Je ne sais plus si c'est en Australie ou en Nouvelle-Zélande. En tout cas, mais il y a un des deux, me semble, qui les a accueillis en tant que tels. Là. Parce que, je veux dire, le niveau de la mer fait en sorte que quand il y a un événement plus intense, ben juste le fait que ce soit plus... Dans le sens que tu as un ouragan qui te frappe,
l'ouragan n'a pas besoin d'être plus fort ou plus intense, mais juste si ton niveau de la mer est plus Déjà, élevé, ouais. ben, il va faire plus de dommages. Et c'est déjà ce qui se produit. Mhm. Il faut se préparer à ça aussi en tant que société plus nordique et privilégiée d'accueillir ces changements-là. Là. Puis ces gens-là qui vont subir le plus d'effets que nous, là, plus directement. Là. Oui, tout à fait. Un autre enjeu. On parle d'adaptation d'un point de vue planification puis structurel depuis tout à l'heure. Est-ce que l'être humain peut s'adapter aussi? Ben, Ou je pense on que- n'aura pas assez de temps pour modifier notre Mais je pense que ADN? l'être humain, comme tel, habite déjà dans de multiples zones sur Ouais. la Terre. Là. Mais tu sais, mettons, moi j'ai moins de fun quand je vais, mettons, Quand il fait 45. quand je vais au Mexique qu'un quelqu'un qui est né là, qui est habitué, là, tu sais. OK, dans ce sens-là. Acclimaté. Biologiquement. Oui, Ouais, acclimaté. acclimaté peut-être, là, ouais. Ouais, je sais pas. C'est une bonne question. On me l'a jamais posée, celle-là. C'est une très bonne question. On Ouais, a-tu c'est le ça. temps? Ben, c'est Mais ça. j'imagine que oui, honnêtement. Là. Je pense que, tu sais, si tu arrives dans un... Si tu passes 6 mois dans un pays chaud, Ouais, les c'est premiers temps, tu quand même. souffres beaucoup, puis après quelques semaines, quelques mois, tu t'y habitues Mhm. tranquillement. Je suppose que c'est la même chose. Pendant des gens qui ont immigré ici, les premiers hivers, ils sont raides dans ta barouette. Ouais, là. sûrement. C'est ça, mais après quelques-uns, tu sais, en général, il y en a même qui y prennent plaisir. là. Ouais. Mais bon. C'est les plus fous de la gang. Ah, écoute, Puis est-ce qu'on sait, au niveau de la biodiversité, tu sais, mettons, 3 degrés de réchauffement, c'est quoi? Parce que c'est sûr qu'il y a des effets dominos là-dedans, là, dans le sens que, ouais. exemple, si le plancton ne peut plus exact, survivre, c'est toute la chaîne alimentaire Ouais. qui en découle, la pêche, etc. Puis est-ce que nos données sont précises là-dessus? Non. Non. Puis le problème, c'est que les changements climatiques, ça s'ajoute à plein d'autres choses. Tu sais, ça s'ajoute à la pollution, ça s'ajoute à Ouais. la surexploitation des ressources. Ouais. C'est ça, on n'a même pas C'est- parlé de pollution, de Non, non, plastique. Non, il y a plein non, d'autres non, non, choses. Ça, C'est je toutes sais. d'autres affaires encore Exactement. pour un autre podcast. là. Oui, c'est ça. Avec d'autres Ouais. mondes. Oui. Fait que je pense, tu sais, la biodiversité, pour moi, c'est majeur, Ouais. tu sais, parce que ça... Plus que les changements climatiques pris de façon isolée, je dirais. Parce que justement, Complexe. ouais, Ouais. c'est tellement Qu'on sait- complexe et ouais. c'est tellement fondamental. Puis on sait pas, comme on Ouais. disait, là, il y a des choses qui nous arrivent du Sud, comment ça va réagir avec les essences, les espèces qu'on a ici. On n'a aucune espèce d'idée. Il n'y a pas de test, là. On peut Ouais. pas mettre ça en laboratoire dans un... On ne sait pas, là. Il y a plein de facteurs inconnus qu'on vit Ouais. puis qu'on étudie Ouais. live pendant que ça se comprends. produit. Parce que, Qui ont tu sais, réagi. nous, justement, tu sais, peut-être qu'à part notre intelligence, on peut trouver des manières de s'adapter, mais si la nature ne s'adapte pas, on a encore besoin de la nature. Là. Oui, Je pense oui. pas que l'humain est autosuffisant. Non, en même temps, comme on dit, il y a de la nature quand même dans le Sud. Tu sais, la C'est nature ça. ici, elle va être différente. Est-ce que ça va juste Ouais. devenir autre chose? Ça va devenir autre chose. Puis il y a des espèces envahissantes déjà qu'on voit qui ont pris le contrôle de nos écosystèmes. Les coccinelles Les asiatiques. coccinelles asiatiques, C'est la pour ça qu'il y avait phragmite. plein de coccinelles, c'est ça? Il y Ouais. avait plein de coccinelles cet été. Il y a des coccinelles Oui, mais c'est pas les l'infini. coccinelles C'est pas les qu'on coccinelles, avait non, c'est ça. avant. Ils sont ici, les coccinelles asiatiques? Oh oui, 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 oui. Ils sont oui. ils sont ici. déjà- Non, c'est parce qu'ils sont vraiment Non. pénibles, excusez. Oui, oui. T'as l'air d'avoir une expérience personnelle avec les coccinelles. Et le ils vont rentrer bientôt dans les maisons. Il va commencer à faire Oui, c'est frais, ça. il va en avoir Ouais. encore plus. Ils vont avoir des coccinelles. Ah ouais. Ouais. Mais c'est ça, la phragmite Oui, parce sur le que bord tu des laisses pas les routes. Il y a déjà plusieurs exemples. La maladie de Lyme qu'on n'avait pas avant avec Ouais. la souris à pattes blanches qui est l'autre, qui fait en sorte que Il y en a- ça descend tranquillement, ceux-là, là. Ça monte. Ah, ça monte, c'est ça, Oui, ça monte, vers ça monte. nous, Ça monte ça vers monte le de nord. plus en plus Ouais, vers ouais, le ouais. nord. Ouais. Donc, il y a déjà des En choses, on Estrie, voit il y en a, déjà. là. En Estrie, il y en a beaucoup. Oui, mais il commence à Montérégie. en avoir ailleurs. Ouais, c'est ça, Oui, exact. ça apparaît Ouais. tranquillement. Oui, Ouais. oui, oui. Donc, mais ça, on ne fait pas nécessairement prédire, puis on ne sait pas jusqu'où ça va aller, puis on ne sait pas les interactions, justement, cette fameuse souris à pattes blanches avec les autres souris dans l'écosystème. C'est Ça va aller c'est comment? une infinité de variables. C'est une infinité de combinaisons possibles. Qu'on peut pas prévoir en plus. Wow. Mais quand même, c'est un équilibre, en fait, tu sais, qui s'est bâti sur des millions d'années, puis que tout d'un Ouais. coup, Oui, mis à se mal. rééquilibrer ouais. en 200 ans, c'est pas mince Non. affaire. Comme on disait, surtout que c'est pas juste les changements climatiques, c'est l'ensemble c'est ça, des... l'ensemble de- Ouais, De l'empreinte Ouais. de l'humain. là. exactement. Très intéressant. Où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus, peuvent suivre ce que vous faites, peuvent s'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent organiser
une conférence, je sais pas, qu'est-ce que vous offrez, c'est quoi? C'est le moment de plugger le plug du podcast. Le plug du podcast. On a déjà, on a un site web où il y a quand même pas mal d'informations. Il y a une section comprendre les changements climatiques avec des thématiques vulgarisées. Là, on essaie justement d'expliquer qu'est-ce qui s'en vient en termes d'impact sur différents secteurs. On a des portails, un portail qui s'appelle Portrait climatique qui détaille. Là, vous pouvez aller chercher, cliquer votre municipalité puis aller voir qu'est-ce qui s'en vient en termes de changement climatique. Vas-y. Ouais, mais c'est ça, je veux dire, il ne faut pas oublier aussi, Urana, c'est un consortium. Oui. C'est parce que souvent, quand on parle, on va dire nous, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste les employés d'Urana, c'est tout le consortium. Oui. Donc, mais juste un exemple en tête, l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique du Québec, a fait beaucoup de choses par rapport au changement climatique et à la santé. Donc, les gens qui s'intéressent à des thématiques particulières peuvent aller, notamment la santé, par exemple, peuvent avoir de l'information sur le site de l'INSPQ. Mais déjà, si vous contactez l'adresse info à Touranos, on vous redirige là, vers les chercheurs, comme Dominique le dit, c'est pas nous, on tout le temps. On va vous rediriger vers les bonnes personnes, vers les bonnes organisations qui vont avoir les réponses à vous donner sur des thématiques spécifiques aux besoins. C'est ça. Sinon, en fait, une précision. Urana, c'est pas de mandat public en tant que tel. Donc, on fait pas de conférences, c'est ça, comme ça. Comment je pourrais dire ça? Ça arrive qu'on en fait, okay? Mais c'est plus des décisions personnelles ou quoi que ce soit ou tout ça, ou des fois, il y a des mandats spécifiques qui vont nous être donnés, mais a priori, Urana, c'est vraiment là pour servir ses membres, mais ses membres, comme je dis, c'est le gouvernement du Québec. En fait, c'est toute la société québécoise et même plus que ça dans son ensemble. Là. Mais a priori... c'est ça, on n'a pas de mandat public. Donc, Je comprends la précision. Oui. On va mettre le lien vers Uranos dans la description du balado. Puis merci beaucoup pour cette conversation-là. C'était super intéressant. Merci à vous. Merci.